Midi avec la table ronde finale de cette journée d'études qui a pour thème l'hospitalité comme forme d'intervention démocratique. Bon, ce qu'on veut explorer ici est tout simple. En fait, nous voyons dans les actions de solidarité et les actes d'hospitalité entre personnes migrantes et envers les personnes migrantes et exilées, qui sont souvent en situation d'errance, nous voyons là quelque chose qui préfigure des formes d'entraide qui sont en quelque sorte des interventions démocratiques et qui peuvent parfois même être des formes actives et plus insurgentes de citoyenneté. On peut même dire que les actes de solidarité et d'hospitalité aux frontières peuvent aussi être compris et vus comme des formes non négligeables de nouvelles politisations dans lesquelles justement la distinction entre politique et gestes humanitaires, c'est quelque chose qui est de plus en plus brouillé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui se joue aux frontières, c'est souvent source de vrais tiraillements, compte tenu justement du fait que les personnes au cœur de ces enjeux sont sans cesse appelées à concilier les réponses de première nécessité aux actions protestatrices les plus politisées. Donc, c'est ce fil que tiennent souvent les groupes d'entraide. Quoi qu'il en soit, nous essayons donc ici d'explorer la question de l'hospitalité d'un point de vue qu'on pourrait dire de démocratisation de la démocratie, en la rapportant à la question politique du droit à la liberté de mouvement. Cette liberté de mouvement, pour qu'elle soit radicalement hospitalière, pour qu'elle puisse s'accompagner évidemment de pratiques qui sont radicalement hospitalières, cette liberté de mouvement, ça suppose bien entendu des formes de négociation démocratique qui sont à inventer, qu'il faut à mon avis arriver à faire émerger à l'échelle globale. Mais il importe aussi que cette régulation qui va émerger se fasse de façon contractuelle, collaborative et qu'elle ne relève pas tout simplement de la seule discrétion et du décisionnisme des États. Donc l'hospitalité est pour nous un opérateur d'interaction permanente entre l'éthique et le politique. Donc on veut affronter le problème de l'hospitalité. Le fait de l'affronter, c'est quelque chose qui implique justement que le politique intériorise un impératif éthique et par voie de conséquence que le politique repose de façon massive et urgente toutes les questions de conflit et de valeurs qui se jouent justement autour de cette question. C'est donc de ça que nous allons essayer de discuter. On va essayer de clarifier en quoi finalement l'hospitalité peut opérer comme forme d'intervention démocratique. Qu'est-ce que nous entendons par là? Pour ce faire, donc, on a 4 personnes qui ont accepté de se plier à l'exercice, de réfléchir la diade hospitalité-démocratie, donc combiner une réflexion sur ces deux éléments. On va débuter par Chadli Belkhodja, qui est d'ailleurs l'une des personnes avec laquelle Chadli, moi et Elodie Ikobena du Centre Justice et Foi, c'est nous qui avons donc coordonné le recueil qui a pour titre « Dépasser le régime international des frontières, l'hospitalité en acte » que vous avez reçu, donc moyennant votre inscription et votre participation. Donc tout au long du recueil, cette réflexion est déclinée. Donc pour vous introduire brièvement Chadli Belkhodja, il est professeur à l'École des affaires publiques et communautaires de l'Université Concordia. Les recherches qui sont les siennes, elles portent sur les questions de l'immigration et de la migration. Ce n'est pas toujours la même chose, l'immigration et la migration. Justement, sur l'immigration dans les villes de taille moyenne et dans les régions de faible immigration. Il travaille également sur les discours et les représentations de la diversité culturelle, religieuse et ethnique. Il mène une réflexion sur le phénomène du populisme et des nouvelles idéologies de la droite. Donc un séminaire en plusieurs volets qu'il a animé tout au long de l'automne jusqu'à ce printemps, donc surtout au CRIDAC. Ces articles ont été publiés dans maintes revues, Géoregard, Études ethniques du Canada, Revue canadienne de sciences politiques, Politique et société, la revue Argument. Je ne savais pas que tu allais là aussi. Tu étais jeune, oui. Francis Dupidéry est passé par là. Francophonie d'Amérique, Lexico Metrica, je ne connais pas. Chadli, il a publié un essai sur l'immigration francophone au Canada qui a pour titre d'ici d'ailleurs en 2011. Il a réalisé 2 films produits par l'Office national du film du Canada qui ont pour titre Tableau d'un voyage imaginaire en 2001 avec le cinéaste Jean Chabot et un autre film qui a pour titre Au bout du fil en 2006. Chadli, donc tu as la parole.
pour 12-13 minutes maximum. Je regarde l'heure, il est 13h31. Ok. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup, Mouloud, et puis Elodie aussi pour la journée, pour produire en fait cette journée. Puis ce que je voulais faire ici, c'est partir un peu de mon article dans la revue, mais présenter ça plutôt comme un billet. J'ai écrit 3 pages, on va voir ce que ça donne, mais c'était de partir de 2 textes, en fait, d'un texte que j'ai fait seul, peut-être un peu plus théorique, puis l'autre avec une étudiante à l'Université Concordia, Cassandre Gratton, et avec une photographe, Ruth Kaplan, une dame de Toronto que j'ai rencontrée au chemin Roxham et qui se promenait, qui est allée plusieurs fois aussi au chemin Roxham, et puis on a collaboré en fait avec des photos. Alors dans le recueil, il y a un court texte où c'est vraiment la symbolique du passage. Alors je voulais commencer donc ce billet comme ceci. Donc le 24 mars dernier au soir, au chemin Roxham, c'est un peu le chaos, la confusion, la panique. Un plus grand nombre de taxis arrivent le long de la route et des migrants font la file pour espérer passer avant la date fatidique du 25, soit l'entrée en vigueur d'un accord pour actualiser l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. L'ambiance est pesante. Quelques minutes avant minuit, les agents de la GRC changent la pancarte qui se trouve devant le court sentier qui sépare les migrants des agents de la GRC. La nouvelle signalisation indique « Arrêtez, ne traversez pas ». On voit les agents même retirer le plastique autour de la plaque. On a plus tard appris que cette pancarte était prête depuis longtemps, depuis 1 an, depuis que le Canada et les États-Unis discutaient de la situation soi-disant critique à la frontière et des mesures à appliquer. On attendait le bon moment, le moment politique opportun avec la visite du président Biden à Ottawa. Donc avec un peu de recul, moi ce qui me semble très clair, c'est que l'essentiel pour les gouvernements fédéraux, provinciaux comme le Québec et l'Ontario, est surtout de changer la narration de l'immigration. Donc de ne pas embourber le Canada, ce pays qui ne cesse de se dire différent par la fameuse thèse de l'exceptionnalisme canadien, de se dire différent, de parler seulement de la frontière et des migrations internationales, commence à devenir lourd pour le Canada. Le Canada souhaite plutôt parler de l'intégrité du système de l'immigration, qui est un principe fondamental pour le gouvernement, de l'immigration économique, de la sélection des talents, de l'apport de l'immigration à la croissance économique. Donc c'est de ce genre de... Bon, c'est dans ce type de discours que le Canada souhaite parler, et ça se résume finalement à cette idée qu'on a souvent vue dans le système d'immigration canadienne, qui est de choisir ses immigrants. Alors le Canada souhaite accueillir 500 000 immigrants permanents à partir de 2025. On évoque aussi un pays à 100 millions à la fin du siècle. En fait, Roxham devenait un fardeau pour tout le monde, une image embêtante pour les gouvernements qui veulent entendre moins parler de migrants vulnérables à la frontière. Il faut voir à quelle vitesse la couverture médiatique a changé aussi. Il y a eu cette tragédie de la mort de 8 migrants la nuit du 29 mars à Akwesasne. Mais après, le ton a changé. Et je vous donne quelques illustrations. Il suffit de parcourir les médias qui ne parlent plus vraiment de la frontière, mais plutôt des besoins en immigration économique, toutes catégories confondues. C'est la réalité du pouvoir de l'économie et des employeurs qui dictent les besoins. Alors, je vous donne un exemple. La presse, 15 mai, on parle de besoins de travailleurs, informaticiens, soudeurs, cuisiniers, infirmières, bouchers. Les postes sont extrêmement variés et seront bientôt pourvus dans toutes les régions du Québec. C'est dit par Jean-Sébastien Plourde, directeur chez Auré, je suis allé voir, une firme de recrutement à l'étranger. Élise Ledreff, directrice de Talents et Diversité, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, parle d'un salon de l'emploi pour les réfugiés ukrainiens. Ça fait la nouvelle. Radio-Canada, le 26 avril, quand on parle des étudiants étrangers, Bernard Tremblay, président de la Fédération des cégeps, dit « Notre objectif, c'est de convertir l'étudiant en travailleur. Il ne faut donc pas avoir de barrière. Présentement, on n'est pas les plus attractifs et tout le monde recherche des étudiants de qualité. Alors c'est comme ça qu'on aime entendre parler d'immigration. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que ce nouveau régime de migration, en fait, exacerbe des zones de tension à partir du statut migratoire. La multiplication des statuts temporaires au pays
ce fameux modèle du two-step migration expose des mobilités inégales. Certaines sont fluides, c'est vrai, mais beaucoup sont compliquées. On voit aussi toute une industrie de l'immigration se mettre en place qui favorise le rôle des acteurs économiques employés à la recherche de main-d'œuvre, employeurs à la recherche de main-d'œuvre. Donc un peu partout, il y a un fort désir de l'immigration économique. Celui et celle qui présente des caractéristiques favorables à son intégration, notamment sa capacité de résilience. Ça aussi, c'est une formule qui est apparue récemment, formule employée un peu à toutes les sauces. La résilience, ça serait la capacité d'affronter tous les défis, de passer à travers, de s'adapter et d'être présenté comme le success story de l'immigration canadienne. La résilience nous ramène à une conception assez individualiste de la capacité de s'intégrer. Et je dirais que ces quelques mois aussi, il y a quelque chose d'assez fascinant quand on regarde les médias, c'est que le mot capacité a souvent évoqué le problème de la capacité du système. On parle de problèmes de logement, de santé, de garderie, mais on ne porte pas beaucoup d'attention finalement à la capacité des individus à ramer dans un système fragilisé par le désengagement de l'État. Donc moi, je me dis, finalement, dans cette espèce de narration de l'économie qui a pris beaucoup de place, il y a vraiment un besoin de parler différemment de l'immigration, de parler de solidarité, comme on a commencé hier soir, de parler de parcours humain. Et certains ont souligné ça, même dans les médias, à un moment, avec la crise du chemin Roxham. Il y a eu quelques articles de personnes qui ont ramené un peu la question de l'humain, mais ça a été très timide, ça reste difficile. Le sujet immigration est souvent traité de façon, comme on sait, spectaculaire, qui met en place des oppositions, qui provoque des inquiétudes. Alors je dirais dans ma recherche, moi, et c'est un peu le sujet de mon texte, ce qui m'a intéressé depuis quelques années vraiment, c'est d'essayer de sortir de ce cadre des politiques publiques ou ce cadre aussi très utilitariste dans la manière de présenter l'immigration et d'expliquer en fait qu'est-ce qui se passe vraiment sur certains terrains. Un terrain marquant de mon parcours de chercheur a été à Moncton, au Nouveau-Brunswick, où j'ai grandi, lors de l'arrivée des réfugiés syriens en 2016. Je m'intéressais à comprendre comment des villes secondaires ont accueilli les réfugiés dans la tradition très canadienne de l'accueil et de l'établissement, le fameux settlement model. Donc des acteurs importants qui occupent une place dans le champ de l'immigration. Financés par les gouvernements, ces structures donc donnent des services à des différentes catégories de migrants. Mais ce que j'ai noté avec l'arrivée des Syriens, étrangement, c'est que le système tout de suite a été en crise en termes de capacité. Le mot qui revient en anglais, c'est overwhelmed. Les acteurs me disaient tous, on est dépassés par le volume, mais par les réfugiés, surtout parrainés par le gouvernement, mais aussi les acteurs institutionnels parlaient de clients plus lourds, entre guillemets. Et en fait, n'avaient pas vraiment le goût de venir en aide à cette catégorie de réfugiés. Il faut dire qu'au Nouveau-Brunswick, et puis dans beaucoup de provinces canadiennes, même les acteurs sur le terrain ont donné de plus en plus de services à d'autres catégories de migrants, immigrants économiques. Et dans cette recherche, je me rendais compte à quel point la narration économique dominante avait fait son chemin. Dans cette province, on préfère évoquer le succès de l'intégration des immigrants économiques, le parcours par exemple des immigrants venus de la Corée du Sud au Nouveau-Brunswick, des acteurs économiques, mais on parle beaucoup moins du poids des réfugiés. Cette image est très présente. Donc pour aller un peu plus loin, j'ai décidé de suivre le parcours de bénévoles dans cette recherche. Je suis allé voir vraiment à l'extérieur du système. Je suis allé voir vraiment du côté de personnes qui ont décidé de s'impliquer et de venir en aide aux familles syriennes. Et une autre histoire est apparue. Je note un peu la même chose lorsqu'à l'été 2017, des migrants arrivent à la frontière américano-canadienne, des personnes aussi que le Canada ne s'attend pas à recevoir. En accompagnant donc le collectif Bridges Not Borders, qui est une autre recherche que j'ai menée il n'y a pas si longtemps, j'ai passé beaucoup de temps à la frontière et j'ai souvent ressenti cette impression de décalage aussi. Il ne s'agit pas d'idéaliser la symbolique du passage de la frontière, moment d'une forte intensité émotive, mais de comprendre ce qui se joue à la frontière. Quel est l'enjeu de la frontière? Et il me semble que le collectif Bridges Not Borders, comme d'autres collectifs citoyens qu'on retrouve le long de multiples frontières à travers le monde, va au-delà de poser un geste de solidarité.
ces groupes se positionnent en fait dans une sorte de situation nouvelle. Et quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est en fait cette façon de poser la question différemment de l'immigration. Les personnes bénévoles que j'ai rencontrées aussi au Nouveau-Brunswick avaient une manière de questionner ce qui se passait, se poser des questions. Ce n'était pas seulement venir en aide, mais à un moment donné, il y avait une dimension, je dirais moi, politique. C'est cet aspect-là qui m'intéresse. Il y avait comme un positionnement, poser la question qui dérange, être présent à la frontière déjà, ce que ces groupes font, observer ce qui se passe à la frontière. Dans cette action, il y a quelque chose de fondamental. Alors, est-ce que c'est hospitalité, solidarité? Pour moi, c'est un peu une autre manière de regarder la migration. Et je termine avec ça. Je me réfère au dernier texte du philosophe français Étienne Tassin qui développait une approche de ce qu'il appelle un monde commun. Comment percevait Tassin ce qui se passe à la frontière? Tassin disait ce qui se passe à la frontière, en fait, c'est une activité, une manière de se dégager d'une place assignée, qui pourrait être celle du migrant, de la victime, du misérable, mais également de l'identité du citoyen, du natif, du national. Il s'agit d'aller vers ce que Tassin appelait une subjectivation politique non identitaire. Bon, c'est un peu peut-être très théorique, mais en pensant à ça, je pense aussi à un autre auteur intéressant, Jacques Rancière, qui parle de l'idée d'émancipation. Donc à la frontière, il y a aussi cette possibilité de repenser en fait la place des individus, de les voir en fait comme des corps agissants. Et dans cette relation entre migrants et personnes aussi qui accueillent, et à ce moment du passage, je trouve qu'il y a quelque chose de très important. Donc c'est très court comme instant, c'est presque éphémère au chemin Roxham quand le collectif Bridges pose un geste, ça dure 1 minute, même pas. Mais après, on peut imaginer qu'il y ait des relais aussi plus loin et que cette logique soit aussi plus importante. Donc en fait, c'est de cette manière que j'invite à réfléchir l'enjeu de l'hospitalité et la construction d'un autre monde. Et voilà. Donc je m'arrête là. Merci. Bon, merci Chadli. Donc un exemple de pratique d'hospitalité, celle à partir du collectif Bridges Not Borders que tu suis beaucoup. Et on va enchaîner donc maintenant avec Louis-Philippe Janard. Deuxième présentation, celle de Louis-Philippe Janard. Il va vous introduire à la notion de hiérarchie de légitimité, mise de l'avant par Karen Akoka dans ce livre qui a été une source importante d'inspiration pour le texte qu'il a signé dans le recueil que vous avez reçu. Donc l'asile et l'exil, une histoire de la distinction réfugiés-migrants. Lui, il est spécialiste en droit de l'immigration. Louis-Philippe Janard est chercheur en droit et politique d'immigration. Il s'intéresse aux politiques de contrôle des frontières ainsi qu'à leur mise en œuvre. Dans sa thèse qu'il a récemment soutenue au département des sciences juridiques de l'UQAM, il explore les pratiques de l'Agence justement des services frontaliers du Canada en matière de détention des personnes non citoyennes. Donc il y a un lien direct avec la scène à laquelle vous venez d'assister. Louis-Philippe a aussi contribué à d'autres recherches qui portent sur le thème, qui portent sur les arrivées au chemin Roxham, de même que sur des questions d'accès au droit et à la justice, donc en lien direct avec la thématique. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, merci Mouloud, merci Élodie de m'avoir invité à participer aujourd'hui puis d'avoir participé au recueil. Comme Mouloud le disait, je me suis inspiré de la notion de hiérarchie des légitimités, puis je veux pousser un peu aujourd'hui, un peu plus loin, les réflexions que j'esquisse dans mon texte. Donc, pour voir quelques-unes des implications de cette notion-là pour la démocratisation des frontières, puis à travers tout ça, essayer de mettre en lumière les règles de droit. Bon, je suis juriste, donc je vais vous parler de droit un peu, qu'il faut interroger pour remettre en question cette hiérarchie des légitimités et ce régime international des frontières. Donc, la hiérarchie des légitimités, c'est une notion, comme Mouloud le disait, qui est mise de l'avant par Karen Akoka dans un ouvrage dont je recommande la lecture, tout à fait. Mais lisez le recueil avant, c'est quand même très intéressant aussi. C'est un peu moins long, également.
Mais bon, cette notion-là désigne une façon de catégoriser différents groupes de personnes migrantes et de les opposer les uns aux autres afin de légitimer ou non leur présence dans les États de destination. Donc, on se retrouve avec une hiérarchie qui se compose de multiples oppositions entre des groupes que l'on tente de circonscrire en mettant de l'avant, entre autres, les motifs de leur migration. Bon, dans l'ouvrage de Karen Akoka, elle développe cette notion-là à partir de l'expérience française, mais ça se transpose quand même assez bien dans l'expérience canadienne. Donc, en tenant compte, bien sûr, là, des couleurs locales, si je peux m'exprimer ainsi, là, de cette hiérarchie. Pour ce qui est du Canada, à la base, on va retrouver l'opposition entre citoyens et non-citoyens, les étrangers, comme l'indique la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Donc, en droit, ça se reflète, par exemple, dans la Charte canadienne, qui réserve le droit d'entrer au Canada, de sortir du Canada ou d'y demeurer aux seuls citoyens. Quand il est question de l'asile, on voit souvent surgir dans les débats publics une opposition entre les soi-disant vrais et faux réfugiés. Les vrais réfugiés sont ceux qui se trouvent à l'étranger et que le Canada a le loisir d'aller choisir dans différents pays et de réinstaller à sa convenance selon ses propres critères, alors que les faux réfugiés seraient des personnes qui demandent l'asile une fois arrivées au Canada, comme dans le cas des personnes qui traversent au chemin Roxham. Ces personnes sont accueillies en raison des obligations internationales en matière de protection des réfugiés, mais la légitimité de leur demande est souvent mise en doute. On les suspecte d'être des migrants économiques puis de recourir au système de protection des réfugiés pour de mauvaises raisons, donc d'être des fraudeurs. Au Canada, c'est une opposition sur laquelle les gouvernements vont appuyer différemment selon le parti au pouvoir, mais qui reste tout de même très présente dans la mise en œuvre quotidienne des règles juridiques et administratives. Donc, l'opposition entre vrais et faux réfugiés prend appui notamment sur la Convention relative au statut des réfugiés, qui crée le statut juridique du réfugié, qui est un outil qui reste quand même très précieux, mais qui crée également une sorte de séparation stricte, artificielle, entre les différents motifs qui incitent des personnes à se déplacer, avec d'un côté des motifs précis de persécution individuelle et de l'autre côté tous les autres motifs. J'ai fait une erreur. Classés comme étant de simples motivations économiques. Donc, il y a seule la persécution individuelle, notamment des atteintes aux droits civils et politiques, qui est considérée comme une raison légitime de demander l'asile, une raison légitime d'imposer sa présence. Les autres motifs, les inégalités économiques ou les perturbations du climat, par exemple, ne sont pas reconnus comme des raisons légitimes de migrer sans être choisies par l'État de destination. Donc, une personne doit plutôt se qualifier sous l'un des nombreux et complexes programmes d'immigration pour espérer voir sa présence perçue comme légitime. C'est donc une forme de violence particulière, la violence qu'on pourrait dire politique, qui est la seule qui peut justifier que l'on demande l'asile, à l'exception d'autres formes de violence, notamment la violence économique. Bon, ensuite, une des couleurs canadiennes de la hiérarchie des légitimités découle de l'entente sur les tiers pays sûrs, qui établit une opposition entre les demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière canado-américaine, dont la présence ou la demande n'est pas considérée comme légitime, et les autres. C'est une opposition qui est tellement intégrée que les appels à la modernisation de l'entente, entre guillemets, et à la fermeture du chemin Roxham font l'objet de positions officielles défendues par les autorités étatiques, malgré les sérieux et graves impacts pour des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers de personnes. Et même du point de vue de l'État, c'est une position qu'on défend malgré la perte de contrôle que ça peut engendrer sur les mouvements migratoires. Donc, ce qui donne quand même à réfléchir sur à quel point les États veulent vraiment contrôler les migrations ou certaines formes de migration quand les autorités sont quand même très présentes de cette perte de contrôle engendrée par ce genre de fermeture. Maintenant, sur le plan des programmes d'immigration, le droit de l'immigration canadien catégorise les personnes entre résidents permanents, résidents temporaires, puis va prévoir des droits et obligations distincts pour chacune de ces catégories. Sans entrer dans les détails, on peut quand même avancer que c'est un régime qui recoupe des divisions de classes, de genre, de race, avec aujourd'hui un fort accent qui est mis sur la migration économique, au détriment du regroupement familial ou de la protection humanitaire.
Donc, pour résumer, c'est une hiérarchie qui se compose de différentes oppositions entre différents groupes auxquels on associe là, une légitimité différente également, en raison notamment des motifs de migration. Et bon, c'est une sorte d'assemblage, si on veut, là, où les discours, les politiques publiques et le droit interagissent et se renforcent les uns les autres. Puis, dans cette hiérarchie, les catégories juridiques ont parfois, pour reprendre les mots de Bourdieu, une efficacité quasi magique pour faire le monde social, puis ils vont renforcer la hiérarchie, la cristalliser dans différents discours et politiques, comme on le voit par exemple dans le cas sur l'entente sur les tiers pays sûrs, où le fait de refouler les gens à la frontière canado-américaine est perçu comme étant presque quelque chose de normal. Donc, j'ai effleuré certaines des catégories juridiques que le droit met de l'avant, mais j'aimerais maintenant prolonger un peu la réflexion afin de mettre en lumière les fondements du droit de l'immigration qu'il faudrait soumettre au débat dans une perspective de démocratisation des frontières. Mais j'en suis où avec le temps, d'abord? Tu as pris 6 minutes, il te reste 6 minutes. OK, parfait. Donc, au Canada, à partir de la deuxième demi du 20e siècle, le discours des droits de la personne va prendre de plus en plus d'importance, puis il y a davantage de groupes qui vont être intégrés au giron, dans le giron démocratique. Des droits vont être reconnus aux femmes, aux Premières Nations, aux personnes détenues. Puis, en 1985, la Cour suprême du Canada va même jusqu'à reconnaître dans la décision Signe que les personnes non citoyennes bénéficient de la protection de la Charte canadienne, une victoire qui est, à juste titre, encore célébrée aujourd'hui. Et c'est une décision qui est rendue à une époque où la Cour s'approprie la nouvelle charte là, qui date de 1982, mais où on voit que les droits de la personne vont permettre de contester certaines pratiques étatiques. Donc, si on pouvait y voir une sorte de mouvement de démocratisation, d'ouverture en faveur des personnes non citoyennes, toutefois, le ressac n'a pas été long à se faire sentir. Sur le plan juridique. À peine quelques années plus tard, en 92, là, la Cour va rendre la décision Chiarelli qui concerne la déportation d'un résident permanent, qui, lui, tente de faire valoir que son expulsion porterait atteinte à ses droits, notamment aux droits protégés par l'article 7 de la Charte qui prévoit que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Donc, la Cour doit ensuite s'interroger sur quels sont ces principes de justice fondamentale et dit que pour déterminer quels sont ces principes, il faut se référer à la branche du droit ou au contexte juridique dans lequel prend place l'affaire dont il est question. Dans ce cas-ci, c'est le droit de l'immigration. Puis à ce moment-là, la Cour suprême va déterrer ou ressortir des boulamites, ou du moins faire référence à une décision du début du 20e siècle, pour affirmer que le principe le plus fondamental du droit de l'immigration veut que les personnes non citoyennes n'ont pas le droit absolu d'entrer et de demeurer au pays. Donc, que le gouvernement ou l'État est libre de prescrire les conditions qu'elles doivent respecter. Et c'est un pouvoir qu'on associe au pouvoir suprême des États. Et la Cour s'en sert pour affirmer que l'expulsion est la seule façon de mettre droit aux fins d'une personne de demeurer au pays. Donc, avec ce genre d'interprétation, on arrive à conceptualiser la déportation et même la détention comme de simples mesures administratives et non comme des mesures punitives, malgré les conséquences négatives très bien documentées de ce genre de pratiques. Puis je pense que c'est ce principe-là qui doit être questionné pour défaire la hiérarchie des légitimités, mais ce n'est pas une mince affaire parce que bon, c'est au fondement aussi, non seulement du droit de l'immigration, mais aussi des relations internationales là, en tant qu'attribut de la souveraineté étatique. Mais maintenant, pour revenir au thème du panel, comment l'hospitalité permet-elle de démocratiser le régime international des frontières en questionnant les politiques migratoires? Sur le plan du droit, je suis un peu sceptique ou pessimiste. Il semble y avoir peu d'espoir pour que les actes d'hospitalité viennent à bout d'un tel principe qui est aussi fortement ancré. Mais je trouve ici que c'est utile de faire une distinction entre les principes tels qu'ils sont affirmés par le droit et la mise en œuvre de ces mêmes principes. Puis on sait qu'en droit de l'immigration, il y a une grande part de discrétion là, dans la façon dont les règles sont appliquées au quotidien.
Donc, c'est peut-être sur cet aspect-là que les actes d'hospitalité peuvent avoir un plus grand impact. Je pense, par exemple, au collectif Bridges Not Borders, dont les membres, à un certain point, ont réussi à s'asseoir avec des représentants de la police pour leur faire comprendre que l'attitude de certains de leurs agents n'était pas des plus hospitalières, ce qui a pu avoir quand même un effet positif sur la façon dont les personnes étaient accueillies. La présence même des personnes aux frontières a aussi amené de nouvelles façons de faire pour les autorités. Par exemple, vu le nombre d'arrivées, l'Agence des services frontaliers a été obligée de revoir à la baisse ses exigences en matière de documentation. Ça fait en sorte que les personnes arrivant avec des documents d'identité qui auraient été jugés auparavant insuffisants, ce qui aurait pu mener à leur détention, ont finalement pu entrer sans être détenus. Donc, si les règles elles-mêmes ne changent pas, la façon dont elles sont mises en œuvre est tout de même transformée, ce qui fait que la traversée des frontières constitue une expérience peut-être un peu moins violente que ce qu'elle pourrait être. C'est évidemment juste un début, ce n'est pas suffisant. La récente modernisation de l'entente le démontre, mais ça demeure un aspect sur lequel il est possible d'avoir prise peut-être à plus petite échelle. Et en guise de conclusion, pour revenir au principe le plus fondamental du droit de l'immigration, est-ce qu'interroger les seules politiques migratoires est suffisant? Comme on l'évoquait hier soir pendant la conférence d'ouverture, je suis d'avis qu'on ne peut pas remettre en question les politiques migratoires en faisant l'économie d'une remise en question des inégalités sur le plan mondial. Il y a évidemment des réflexions à faire en termes de relations d'humain à humain, d'égal à égal, mais aussi en termes de justice pour prendre en compte les inégalités sur le plan mondial qui résultent d'un long historique de colonialisme, de l'impérialisme, auquel les politiques migratoires restent étroitement imbriquées. Et je crois que le cas haïtien dont on a parlé hier là, en est une excellente illustration. Donc, le droit offre certaines ressources pour contester les politiques migratoires avec les droits de la personne en avant-plan. On a pu le constater récemment dans une autre décision de la Cour suprême où la Cour a reconnu que des personnes détenues en vertu du droit de l'immigration ont, dans certaines circonstances, la possibilité de contester la légalité de leur détention par le biais de demandes en habeas corpus, ce qui était auparavant là, impossible de faire depuis la fin des années 80. Et pour parler de la Cour suprême, j'ai bien hâte de voir la décision qui doit être rendue bientôt dans le cas de l'entente sur les tiers pays sûrs. Mais néanmoins, il s'agit d'un débat beaucoup plus large qui ne peut pas être seulement circonscrit aux arènes juridiques. Je crois qu'on peut faire beaucoup avec de la volonté, avec davantage de volonté politique. Puis bon, pour faire de la publicité pour le recueil, je vais prendre le relais de Mouloud. Je vous en recommande chaudement la lecture puisqu'il y a plusieurs réflexions intéressantes là, qui sont mises de l'avant dans ce sens. Merci infiniment. Donc, on va enchaîner avec la troisième présentation, qui est celle de Clara Lecadet, qu'on va afficher à l'écran. Clara Lecadet, qui est anthropologue, chargée de recherche au Conseil national de la recherche scientifique, le CNRS. Ses recherches portent sur l'émergence d'un mouvement de protestation propre aux expulsés en Afrique et sur les formes que prennent justement leur organisation dans la période post-expulsion. Clara nous a accordé donc un entretien dans le cadre de ce recueil qui a pour titre « L'expulsé, une figure politique à part entière ». Elle est l'autrice des ouvrages suivants « Le manifeste des expulsés, errance surveillée politique au Mali » aux presses universitaires François Rabelais, préfacé par Étienne Balibar. Elle a un livre en chantier, qui est le deuxième, qui devrait sortir sous peu, « L'expulsé, sujet politique », qui devrait paraître donc cette année, 2023, aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Voilà, Clara, la parole est à toi pour les 12-13 prochaines minutes. Merci infiniment d'avance. Compte tenu du décalage horaire, elle est en France. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par... vous m'entendez bien, ça va? Très bien. Je voudrais commencer par remercier très chaleureusement Mouloud et Elodie
de m'avoir invité dans un premier temps à dialoguer pour le recueil de textes. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec Mouloud. Et je voudrais aussi les remercier du coup de m'avoir invité ce soir, enfin aujourd'hui et ce soir pour moi, pour prolonger cette discussion. Et comme je le disais dans les discussions préparatoires à Mouloud, j'avais déjà, lors du dialogue qu'on a eu pour le recueil, commencé un petit peu à détourner sa proposition. En fait, j'ai un écho, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Euh, J'avais déjà commencé un petit peu à détourner sa proposition de parler sur l'hospitalité lors de notre dialogue parce qu'il me semble que la question de l'hospitalité, qui est beaucoup abordée dans la littérature académique, a un aspect, en tout cas dans la recherche très occidentalo-centrée, au sens où on parle beaucoup d'hospitalité dans le Nord, dans les pays qui traditionnellement accueillent ou accueillent mal ou peu les migrants. Et finalement, il y a toute une critique de la notion même d'hospitalité qui a été proposée par la philosophe Magali Besson, qui consiste à dire que finalement l'hospitalité répète les distinctions qui travaillent historiquement les États-nations entre citoyens et étrangers, parce que le geste même de l'hospitalité, il repose finalement sur la volonté de celui ou de celle qui accueille l'étranger, son bon vouloir, sa vertu, sa générosité. Mais finalement, parler d'hospitalité, c'est aussi de s'empêcher un monde où il y aurait une réelle libre circulation, une réelle ouverture des frontières, où il y aurait finalement une égalité, une réciprocité entre tous les habitants de la Terre qui permettrait justement de ne plus penser en termes de frontières, en termes de catégories, citoyens, étrangers, etc. Donc c'est vrai que l'hospitalité, elle apparaît comme ça de prime abord comme une notion assez positive, vertueuse, généreuse, mais cette vertu et cette générosité, finalement, elle repose toujours sur la volonté, le bon vouloir des citoyens d'accueillir l'étranger. Et avec cette notion d'hospitalité, on a du mal à être dans une réflexion critique qui remette réellement en cause et qui renverse l'existence même de ces catégories qui sont à l'origine des frontières et des distinctions statutaires entre citoyens et étrangers. Et par ailleurs, quand on pense l'hospitalité du point de vue du Nord, des nations qui accueillent les immigrants, on occulte aussi complètement une réalité empirique, une réalité démographique, qui est que ce sont surtout les pays du Sud qui font preuve d'hospitalité à l'égard des étrangers. Alors un exemple qui m'est évidemment familier puisque je suis française et européenne, c'est que lors de ce qu'on a appelé, bon, en tout cas lors de ce que les États ont appelé la crise des migrants de 2015 et que les chercheurs ont plutôt tendance à qualifier comme une crise de l'accueil des réfugiés. Pendant cette période, il y a eu une sorte de panique européenne sur cet afflux sans précédent de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en réalité, le nombre d'arrivées sur le sol européen a été minime par rapport au nombre de réfugiés, notamment syriens, accueillis en Turquie et dans un certain nombre de pays frontaliers de la Syrie. Et donc, il y avait cette espèce de déséquilibre entre l'importance qu'a prise l'afflux des réfugiés en 2015 pour l'Europe, pour les pays européens, et le fait qu'en réalité, l'accueil se faisait surtout dans les pays du Sud. Et je pense qu'il y a
de manière générale, une sorte comme ça, de déséquilibre épistémique, en tout cas dans le champ académique, dans le champ de la recherche, entre l'importance prise à la fois par cette notion d'hospitalité, mais aussi par la question des dispositifs de surveillance, de contrôle, d'enfermement des étrangers dans les pays du Nord, et ce qui se passe réellement au Sud, la réalité des dynamiques migratoires au Sud, mais aussi la réalité des gestes d'accueil, d'hospitalité. Et du coup, ce que je voudrais essayer de faire maintenant, c'est d'un peu déplacer cette question de l'hospitalité, hein, d'essayer de la penser non pas tant du point de vue des pays du Nord, avec leur tension propre entre accueil, rejet, forme d'hospitalité individuelle et collective, ou au contraire, mouvement xénophobe, mouvement hostile, mouvement de rejet, mais penser comment on peut décliner cette notion d'hospitalité du point de vue des Suds. Et pour cela, je voudrais un petit peu parler du travail que j'ai mené et auquel Mouloud a eu la gentillesse de faire allusion. Depuis maintenant une quinzaine d'années, je m'intéresse en fait à la séquence de l'après-expulsion, c'est-à-dire au moment où les personnes expulsées, notamment depuis le territoire européen, mais aussi à l'intérieur de l'Afrique, rentrent dans leur pays, qui peut être soit leur pays d'origine, soit le pays vers lequel ils ont été expulsés, mais qui n'est pas forcément le pays auquel ils sont rattachés par leur nationalité. Et j'ai beaucoup travaillé sur et à côté d'une association qui s'appelle l'Association malienne des expulsés, qui a été fondée en 1996 à Bamako, au Mali, qui du coup est une association déjà assez ancienne, qui a une longue histoire et qui a représenté une initiative pionnière en termes de rassemblement et d'auto-organisation des expulsés. Alors, ça a l'air de rien, de décrire la naissance de cette association, mais en réalité, le simple fait que des personnes expulsées se rassemblent, essayent de faire valoir leur existence dans leur pays d'origine, ça marquait un complet basculement entre cette figure de la personne comme ça expulsable, qui est généralement complètement invisibilisée par les politiques publiques, aussi bien dans le pays qui expulse que dans le pays d'origine, et le fait que tout d'un coup ces sujets donc complètement exclus, relégués politiquement, se rassemblaient et émergeaient comme des sujets politiques sur dans l'espace public, sur la scène publique de leur pays d'origine. Et comme dans beaucoup de luttes, de mobilisation, où des sujets invisibilisés se regroupent, apparaissent ensemble dans l'espace public, le simple fait que cette association se crée a fait émerger les expulsés qui, sans cette mobilisation, sans ce regroupement, n'avaient finalement aucune existence ni collective, ni publique, ni politique. Et pour penser donc la question de l'hospitalité et de l'accueil, ça me semble très important aussi de revenir aux individus, aux sujets qui sont les plus directement concernés, qui sont les plus directement aux prises avec l'oppression inhérente à ces politiques d'expulsion. Parce que finalement, quand l'Association malienne des expulsés s'est constituée dans les années 90, l'objectif premier, c'était de créer une forme de solidarité entre tous les migrants qui subissaient la maltraitance et les abus liés aux politiques migratoires. Donc, le geste d'accueil, le geste d'hospitalité, il ne se formait plus entre le citoyen et l'étranger,
mais dans une espèce d'entre-soi, dans une espèce de communauté de semblables qui était justement composée des sujets qui avaient directement subi ces politiques et qui revendiquaient le fait de parler en leur propre nom, de s'organiser eux-mêmes pour survivre après l'épreuve de l'expulsion. Et, euh, et ce qui était très intéressant à la fois dans l'histoire de l'association et pour mes recherches, c'est un des médias qu'ont utilisé les expulsés pour apparaître dans l'espace public, pour se faire connaître et pour faire entendre leur voix, c'était de prendre la parole dans des journées de débat public. Donc, il y a eu un certain nombre de journées de débat public qui ont été organisées par l'Association malienne des expulsés à partir de 2007 et qui ont permis de faire de l'expulsion non plus un sujet de honte et d'humiliation individuelle, mais le socle d'une expérience commune. Et des individus, des migrants qui avaient été expulsés, prenaient très souvent, pour la première fois, la parole en public pour raconter ce qui leur était arrivé, pour parler de leur expérience. Et évidemment, la collecte, l'addition de toutes ces prises de parole, de toutes ces expériences, de tous ces témoignages, transformer l'expulsion en quelque chose comme ça d'individuel qui reste encore un tabou dans un certain nombre de pays africains, en quelque chose qui pouvait devenir un véritable enjeu et une question politique médiatisée collectivement. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est que l'hospitalité puisse être pensée non plus comme le geste du citoyen, entre guillemets, vertueux vis-à-vis de l'étranger, mais aussi à partir de la question du regroupement, de l'entraide, de la solidarité entre des personnes qui ont toutes subi une même violence institutionnelle dans le cadre de ces politiques migratoires et qui cherchent à se regrouper et à parler en leur nom. Et du coup, ce que j'invite à faire aujourd'hui, c'est à penser l'hospitalité et l'accueil non plus à travers ces distinctions très politiques, très institutionnelles et très figées entre citoyens et étrangers, mais dans finalement l'entre-soi des personnes qui vivent, qui éprouvent et qui souffrent le plus directement de ces politiques migratoires. Alors très concrètement, ça consistait en quoi l'action de l'Association malienne des expulsés? Ça consistait à, par exemple, aller chercher les personnes qui arrivaient sur les vols venus d'Europe à l'aéroport de Bamako-Sénou pour leur proposer l'aide de l'association. Alors cette aide, c'était par exemple de ramener les expulsés dans le local associatif de l'association malienne des expulsés à Bamako pour leur offrir un toit dans des moments souvent un peu comme ça d'abandon, d'isolement et aussi de désorientation pour des personnes qui rentraient au Mali après parfois 20 ans, 30 ans passés en France et qui finalement ne reconnaissaient plus rien du pays qu'ils avaient laissé. Hein. Très concrètement, l'association malienne des expulsés aussi proposait une aide médicale, une aide psychologique à ces personnes qui revenaient souvent très traumatisées, à la fois par l'expérience de l'expulsion et aussi par le fait d'avoir tout abandonné dans le pays qu'elles avaient laissé. Et puis, il y avait toute une dimension de prise de parole dans les médias pour dénoncer les abus, les maltraitances liées à l'expulsion. Alors, je suis peut-être déjà trop longue, il faut me dire. Il te reste une minute. Une minute? Oui. Une minute, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord.
Donc voilà, en tout cas, enfin, l'invitation entre guillemets que je veux lancer aujourd'hui, c'est d'essayer de nous décentrer, hein, et de penser la question de l'accueil, la question de l'hospitalité, la question de l'entraide, la question de l'auto-organisation, non pas seulement du point de vue de nos nations euh, d'immigrants, si je puis dire, mais aussi du point de vue des Suds et de la manière dont les personnes peuvent à la fois se réorganiser, s'entraider après l'expulsion, mais aussi pour penser la manière dont les pays du Sud euh, sont finalement les premiers, hein, à faire preuve d'hospitalité et à initier comme ça des formes d'accueil massives vis-à-vis des exilés, vis-à-vis des réfugiés, vis-à-vis des migrants, et peut-être à, à recentrer ces questions de migration sur ce qui se passe dans les Suds par rapport à l'omniprésence et à l'importance que l'Occident donne à ces questions. Merci infiniment, Clara. Donc j'invite les personnes ici qui ne la connaissent pas à découvrir ses travaux, notamment ces deux livres, mais aussi quelques textes. Je pense à la revue Plein Droit, je pense à la revue Vacarme. Donc vous n'avez qu'à googler sur les moteurs de recherche comme Kern, Clara Lecadet, vous pourriez trouver ses travaux. Là où les réflexions qu'elle n'a fait qu'esquisser de façon succincte ici sont développées de façon beaucoup plus substantielle. Je vais donner maintenant la parole à Ricardo Penafiel, qui est professeur associé au département de sciences politiques de l'UQAM. Ricardo est également directeur du GRIPAL, le groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine, chercheur à l'Observatoire Violence, Criminalisation et Démocratie. Ses recherches actuelles portent sur la criminalisation des actions collectives en Amérique latine et sur la capacité des laissés pour compte à instaurer le politique en surgissant dans un espace public duquel il, elle, elle était exclu. Merci Mouloud. Je vais peut-être justement commencer par le drap. Il aurait fallu prendre un drap contour, c'est encore plus difficile à plier. Mais c'est parce que, à mon avis, c'est mon concept de l'hospitalité, c'est que l'hospitalité, c'est pas une obligation pour celui qui reçoit, mais c'est une construction à deux, en fait, à plusieurs. Et c'est une contrainte, mais comme une contrainte énonciative, à savoir, il y a un nouveau sens qui surgit de ce pliage de drap. Donc, dans l'attitude au départ de la bénévole, il y avait une réobjectivation de la personne immigrante comme quelqu'un ayant des besoins desquels on doit s'occuper, alors que justement cette image de force et aussi cette idée d'aider et de construire, donc cette réhumanisation-là, je pense que c'est là tout l'intérêt du concept de hospitalité. Ça, c'était une partie de ma conférence qui arrivait beaucoup plus tard, mais je trouvais que les draps faisaient bien le lien. Moi, je vais vous parler en tant que directeur du GRIPAL, donc groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine, en quelque part de la dimension ou la valeur politique de l'hospitalité, en parlant de la reproduction du social qui est idéologiquement déterminée, ou on pourrait dire discursivement déterminée. Donc, le social, s'il se reproduit normalement, c'est-à-dire en ayant toute l'apparence d'une normalité, c'est parce qu'il y a des idéologies et des discours qui construisent cette normalité-là. Donc, il y a des représentations sociales de l'immigrant comme un paquet de troubles, une personne qui a des besoins, de laquelle il faut prendre soin. Et c'est justement ça que l'hospitalité vient faire dans cet accueil inconditionnel et cette ouverture, cette éthique politique à l'autre. Ça, je le tiens de Edson, en fait,
de l'évidence et de Derrida, mais on ne peut pas parler de philosophe. On m'a dit, parle. Ah là là. Donc voilà, cette représentation sociale de l'immigrant, du réfugié, comme un objet de traitement, et aussi représentation sociale de la frontière, comme un rempart contre ces mauvais immigrants, ces faux réfugiés qui viennent ici pour prendre nos jobs, même lorsqu'on en a besoin. Et inversement, lorsqu'on a un discours utilitariste qui prétend qu'on a besoin de main-d'œuvre, c'est tout aussi objectifiant, chosifiant. Donc l'hospitalité permet de dépasser. Il y a un autre élément que je voudrais, en plus des représentations sociales qui sont des imaginaires institués, l'idée de langue politique. Au Québec, avec Legault et le nationalisme, il s'est développé une langue politique anti-immigration. La deuxième force actuellement dans les sondages, c'est le PQ qui veut aller encore plus loin dans cette représentation de l'immigrant comme un danger pour la nation québécoise. Et donc, cette représentation sociale, tant qu'elle circule, elle se reproduit. Il y a même, Québec solidaire, il y a 4 ans, disait « ça prend un accueil inconditionnel pour l'immigrant ». Face au manque de réception sociale pour ce type de discours-là, là, il parle de 80 000, mais ça reste encore une fois, donc on se rabat sur certains éléments que le discours social est capable d'accepter. Maintenant, comment on fait pour arriver à un changement de discours social avec une politique de l'hospitalité à partir du moment où on réhumanise l'autre, on lui redonne la parole et on construit avec les personnes migrantes un sens commun qui soit capable de remettre en question ça. D'abord, la condition de possibilité de ce discours, cette représentation sociale ou cette langue politique déshumanisante, justement, c'est l'invisibilisation. Je pense qu'ici, on a un très bel exemple avec la marche à laquelle je ne pourrais pas aller parce que je vais être à l'extérieur du pays, mais sinon, j'y aurais certainement été. C'est justement, c'est le courage de prendre position publiquement pour remettre en question cela, parce que la conception du politique que l'on met en avant au Gripal, elle vient de Rancière également, c'est qu'est-ce que le politique? C'est l'interruption de la reproduction normale du social. Donc, et cette interruption-là, elle surgit lorsque les laissés pour compte surgissent dans l'espace public. Le mot « surgir », justement, on ne s'y attendait pas. Ils surgissent dans l'espace public en exigeant de se faire compter. Bon, laisser pour compte, il y a 2 sens à compte, compter, comptable, mais compter également de narration. Un autre philosophe, linguiste, Jean-Pierre Faye, parle de l'effet de récit. Changement de langue politique, c'est justement lorsqu'une version narrative parvient à s'imposer sur une autre. Donc, lorsque le migrant n'est vu que comme un problème ou comme de la main-d'œuvre, c'est un récit qui fonctionne et qui construit l'histoire telle qu'elle. Le défi pour faire ce changement-là, lorsque le migrant surgit dans l'espace public en exigeant de se faire compter dans le sens de récit, c'est de fournir d'autres types de narration. Et ça ne se fait que culturellement. Merci beaucoup. Ce genre d'intervention-là aide à changer le narratif. Ils sont en pause. Ah, oui. Et donc, à partir de là, ça instaure une lutte pour le sens. Et lorsqu'on parle de lutte pour le sens, justement, on l'a dit plusieurs fois depuis hier, l'hospitalité n'a rien de fleur bleue. Là. On ne parle pas de licorne, on parle de lutte, on parle d'affrontement. Lorsqu'on va prendre position, nécessairement, ça va choquer. Et même dans l'hospitalité, dans le pliage de drap, on risque de s'en mêler aussi dedans et ne pas être d'accord, mais c'est de ça qu'est faite la démocratie. Donc,
Tu m'arrêtes quand j'ai trop parlé. Hein. Ah, merci. Donc, voilà, cette lutte pour le sens va être de confrontation dans l'espace public, de confrontation entre nous, mais il faut absolument mettre de l'avant cette image de la personne migrante comme une force, une personne extrêmement forte qui a traversé des épreuves que, en tout cas, moi, j'aurais pas été capable. Moi, je suis un migrant privilégié parce que je suis arrivé en avion. J'ai pas eu à traverser le continent depuis le Chili. Et parmi les manières pour entrer dans cette lutte-là, il y a la culture, les représentations, les prises de parole, mais aussi les actions. Donc, il y a les marches, parce que, bon, il y a quelque chose qu'on appelle aussi la sémantique de l'action. Lorsqu'on agit, lorsqu'on pose des gestes, bien, il y a un sens qui se dégage de ça. Donc, si parfois dire c'est faire, mais d'autres fois faire c'est dire, ça, ceux qui connaissent Austin sauront de quoi je parle, sinon c'est pas bien grave. Donc, il y a une autre manière, et puis j'arrêterai là, c'est la judiciarisation par le bas. C'est un concept de Marie-Christine Doran qui est là dans la salle, directrice de l'OVCD, Observatoire Violence, Criminalisation et Démocratie. Donc la judiciarisation par le bas, c'est en quelque part, et là je vais citer Derrida, je suis désolé, la justice comme forme de déconstruction du droit. Le droit fixe un paramètre extrêmement rigide de ce qu'on a le droit ou pas de faire. La justice, cette exigence de justice, le fait justement, les migrants, par le simple fait de se présenter au chemin Roxane, engendre ce politique, engendre une situation indécidable, engendre pose le débat là où il n'y en avait pas. Et trace une frontière entre l'acceptable et l'inacceptable. Voilà, entre autres. C'est là que t'allais. Quoi? C'est là que t'allais. Non, c'est là que tu m'amènes. Mais, mais ça fait partie de l'effet de récit. Je ne sais plus de quoi j'ai le droit de parler ou pas. Donc, on a essayé de me limiter dans ma propension à citer des philosophes. Donc, donc voilà, la justice, l'exigence de justice comme forme de déconstruction du droit, concept qui vient de Derrida et de Benjamin avant lui. Donc, elle montre la limite du droit, elle permet d'aller plus loin et de créer des nouveaux droits. Le droit à avoir des droits, ou le droit même, et c'est là que ça devient le caractère démocratique de l'hospitalité, c'est que c'est le droit à avoir des droits, en fait, c'est le droit à constituer le droit, à participer à la norme. Et là, on voit comment est-ce que les laissés pour compte, ceux qui n'avaient aucune part, aucun droit de citer, aucun titre à gouverner, ah ben tiens donc, en surgissant dans l'espace public de manière hospitalière, en relation dialogique avec les personnes qui les accueillent et qui souffrent et agissent avec elles, on crée donc une critique du droit qui va éventuellement arriver à la création d'un nouveau droit anti-étatique, au-delà et contre l'État. Et c'est cela qu'est le politique, démocratique nécessairement, sinon c'est pas politique. Et à ce moment-là, donc, on arrive à créer des nouvelles subjectivations politiques. Ça, je pense que ça a été souvent dit. Ces nouvelles subjectivations politiques, donc, que je pourrais appeler des interpellations plébéiennes. Je n'ai pas cité mes textes, mais celui dont je suis le plus content, le concept que j'aime le plus, c'est l'interpellation plébéienne, qui est exactement ça. Les personnes qui n'avaient aucun droit, en apparaissant dans l'espace public, deviennent les créateurs de nouveaux droits. Et je pense que c'est comme ça à travers les migrants, qui sont des non-citoyens, on remet en question le droit. On remet aussi en question, et puis je finis là-dessus. Ah ben, je continue. On remet en question aussi mais les droits humains. C'est-à-dire que, et là je vais parler d'Agamben et de Hannah Arendt, mais il y a le paradigme des camps, à savoir qu'on a proclamé à plusieurs reprises
les droits humains ou les droits de l'homme, dans le temps que l'homme était le seul humain sur Terre. Donc, les droits humains, il y avait une prétention à l'universalité des droits humains, alors que le droit dépend d'un État. Et donc, justement, lorsqu'arrivent des réfugiés, on ne sait plus quoi faire avec eux parce que, bien que des humains, et qu'en théorie, ils ont des droits humains, mais il n'y a pas d'État pour garantir ce droit-là. Donc, on les met dans des camps de réfugiés. Et c'est le concept de la vie nue. On fait juste préserver des corps sans qualité. Ce n'est pas des citoyens. Ils n'ont pas droit de parole ni de cité. Donc, cette idée-là, c'est l'hospitalité qui accueille inconditionnellement la personne migrante, réfugiée ou peu importe, l'accueil inconditionnellement lui donne un statut d'humain qui lui permet de s'exprimer dans l'espace public et il devient par le fait même, par son acte même, donc l'hospitalité en acte, devient sujet politique sur le champ, là. Pas besoin de quémander à l'État de le faire. En entrant en confrontation avec l'État, ça devient à ce moment-là un sujet non seulement de droit, mais créateur de droit, donc un sujet politique à part entière. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'avec ce dernier panel, vous avez un petit peu mieux compris. On a donné des éléments qui permettent un peu de voir plus clairement ce que, au secteur Vivre Ensemble, nous voulons mettre en débat en essayant de réfléchir l'hospitalité de façon active, un peu comme nous réfléchissons sur d'autres questions, la citoyenneté de façon active, dans une perspective donc de démocratisation de la démocratie. C'était un peu abstrait, mais c'était fort théorique. Il est nécessaire et il est à faire. L'objectif, donc, à travers nos recueils, à travers nos conférences, c'est de combiner des réflexions académiques, ce matin beaucoup plus militantes, de groupes de défense de droit. On essaye de se situer sur la ligne du rasoir, entre les deux univers. On a ces publications-là, on a ce genre d'activité, on a aussi des ateliers thématiques. Je sais parler des draps. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc c'est... Non, c'est les draps de la personne. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça suscite chez vous, est-ce que vous avez des éléments de réflexion, il y a des choses que vous voulez mettre en dialogue. On va prendre encore une trentaine de minutes, puis on finira, on a prévu de finir à 4h30, mais je pense qu'à 4h moins quart, ça suffit. Donc, qu'est-ce que ça suscite ça chez vous? Ceux qui sont dans la défense de droit, justement, par exemple. Oui, ça peut être des questions de précision. Toi, comme juriste, quand il a parlé de la justice comme déconstruction du droit, je t'ai vu acquiescer. Donc, juriste non positiviste, justement. Bref, en tout cas, donc bon, à mon avis, il y a matière à discussion ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait réagir, s'il y a une question de précision, il faut... Viens au micro. Puis il y a Clara qui est avec nous. Oui, je m'excuse, en fait, pour Clara, cette façon un peu bricolée, là, parce que tu n'as pas pu vraiment... bon, le théâtre qui était excellent, mais je ne pense pas que tu as pu te l'approprier parce qu'on n'a pas tous les moyens techniques pour faire une activité en hybride, mais on va veiller à ça pour améliorer les moyens sur le plan technique, pour faire en sorte que ce type d'activité puisse se faire de façon optimale. Tu as pu capter quand même l'essentiel? Oui, j'ai très bien vu, c'était très intéressant. Oui, bah merci. Bon, enfin, je culpabilise un peu moins. Voilà. Donc, pour les 30 prochaines minutes, nos 4 invités sont à votre disposition. Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Hadi Anne. Je suis effectivement migrant. Je viens de l'Afrique de l'Ouest. Je suis passé par le chemin d'Oxfam. Mais je suis militant avec SSF, bien sûr, depuis 2018. Solidarité sans frontières, pour ceux qui ne connaissent pas. Depuis 2018 que je suis militant avec Solidarité sans frontières. Mais actuellement, moi, je ne suis pas intellectuel du tout, ni... comment dirais-je encore, ni spécialiste dans un certain nombre de choses. Je suis juste un militant et migrant et qui veut comprendre un certain nombre de choses. Parce que chaque fois dans le discours
politique, dans le discours intellectuel, il y a un certain nombre de mots qui sortent, il y a une rhétorique qui sort, et moi, personnellement, aujourd'hui, je me suis perdu et je ne me retrouve plus dans ce discours. Quand on parle, par exemple, de démocratie, je ne me retrouve pas dedans. Quand on parle de droit, je ne me retrouve pas dedans. Quand on parle de solidarité, je ne me retrouve plus dedans. Parce que tout simplement, est-ce que, les questions que je me pose, est-ce que la conception de cette démocratie dont on parle aujourd'hui, en pensant à cette démocratie, en l'écrivant, est-ce qu'on a pensé aux racisés qui sont aujourd'hui les 99% des migrants? Est-ce que quand on a conçu la justice, on a pensé à ces gens? Est-ce que ceux qui ont conçu cette justice, ceux qui l'ont écrit, ont pensé à ces migrants aujourd'hui, qui sont bien sûr des racisés? Parce que pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Quand on parle de justice, c'est-à-dire c'est un blanc qui parle à un autre blanc, mais il exclut tout le reste. Il exclut même, c'est-à-dire les blancs qui ne se reconnaissent pas dans ce discours, qui eux, se battent pour la vraie justice. Peut-être dans ce cercle de suprémacistes, ils deviennent des renégats. Pour eux, ils sortent. La question est claire, la question. Ouais. Donc, pour moi, est-ce que, si vraiment nous voulons parler d'une justice pour les migrants, ne doit-on pas encore, c'est-à-dire repenser cette justice, repenser cette démocratie? Parce que même parlant de démocratie, si la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Aujourd'hui, voyons ce qui se passe en France. La moitié de la population ne vote pas, et même parmi ceux qui votent aujourd'hui, le gouvernement peut partir et passer par d'autres, c'est-à-dire voies, pour contourner leur choix. Et ça se passe un peu partout aujourd'hui en Occident. Donc ce qui veut dire qu'il y a des lobbies aujourd'hui qui tiennent ce monde et qui en font ce qu'ils veulent. Est-ce que nous allons continuer à penser comme eux et se dire que oui, la justice, elle est là, la justice, elle est là, mais, et qu'elle n'a pas été conçue par les victimes, pour les victimes plutôt? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Et d'autre part, désolé parce que je parle beaucoup, mais je vais finir bien sûr. C'est-à-dire le dernier truc sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que même parmi les militants aujourd'hui de la cause des migrants, on ne parle que de travailleurs. Ouais. On ne parle que de travailleurs. Il y a un manque d'ouvriers. Donc ils sont là, ils peuvent compenser. Il y a ceci. Bon, je suis désolé, mais pour moi, il manque vraiment un certain discours aujourd'hui. On doit casser cette dynamique si on veut une justice pour les migrants et si on veut vraiment aller de l'avant pour une justice pour tous. Merci. Il y avait une deuxième personne qui voulait poser une question. C'était Julie Perrault. Oui. Merci pour les présentations. Je vais nous amener sur un autre terrain et je vais revenir à une question. Tu entends bien les questions, Clara? Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas comment mettre le micro. J'ai une question pour Louis-Philippe Jeannard. Là, ça va être, désolé, c'est une question précise de droit. Ou est-ce que, mais en même temps, c'est une question, et c'est pas une critique, c'est vraiment une vraie question, là, parce que ça va avoir l'air critique, mais c'est une question. J'ai été intéressée par les deux jugements de la Cour suprême dont vous nous avez parlé de 1987 et de 92 qui semblent changer de position radicalement sur des questions de droit quand même différentes. C'est la charte, puis là on retourne à un peu plus une question administrative. Ma question est, pourquoi c'est là où est-ce que c'est une vraie question, pourquoi est-ce que vous êtes pourquoi la posture pessimiste par rapport à la possibilité de changer? Et là j'explique, est-ce qu'on pourrait entrevoir, disons, si je repense un peu à l'idée de la clinique juridique, clinique de justice migrante, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des initiatives citoyennes qui prennent ces questions-là de front, qui les amènent devant les tribunaux, puis qui ramènent, par exemple, la question des chartes? Puis est-ce qu'on pourrait espérer ou s'attendre éventuellement à ce qu'il y ait un changement du droit par cette militance-là qui pourrait être de prendre d'assaut les tribunaux? Merci. Donc, la première question, que signifie les notions de démocratie et de justice dans le système actuel au regard de la situation tragique, pour simplifier les choses, la question de monsieur, au regard de la situation de ces catégories qui sont considérées en superflu, que sont les premières concernées par nos débats, c'est-à-dire les personnes racisées,
qui se retrouvent en situation d'errance, qui sont dans des situations irrégulières, ou tout simplement prises dans des programmes migratoires, dans des logiques de citoyenneté finalement. Je résume. Tu as répondu. Non, Mais bon, moi, je reviendrai juste à ce que j'ai dit sur la multiplication des statuts et cette manière de concevoir la migration autour d'un régime à statut multiple. Avant, on avait des programmes, des manières de rentrer, on va dire, dans le système beaucoup plus clair. Maintenant, vous avez une multiplication des portes. Et il y a donc des inégalités. Pourquoi on parle beaucoup d'immigration temporaire depuis quelques années? Et regardez les chiffres, c'est phénoménal, le nombre d'immigrants temporaires, même si on a un discours politique qui dit on veut diminuer au Québec. Bon, vous le connaissez, mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a eu 190 000 immigrants temporaires. Il y a des étudiants étrangers aussi qui sont ici avec des statuts temporaires. Donc il y a toute une complexité du système. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être dans des situations beaucoup plus vulnérables, c'est sûr. Donc cette multiplication des statuts. Et puis en même temps, donc c'est une atteinte presque à la démocratie, peut-être. Tous ces statuts aussi ont des règles par rapport à la possibilité d'avoir accès à des services, d'avoir un accompagnement. Toutes ces questions-là font en sorte qu'il y a des parcours qui sont beaucoup plus difficiles. Alors, je pense que ça demande... Et puis ça revient à ce qu'on a dit hier. Hein. On peut se situer aussi à un niveau très local, à petite échelle, pour essayer d'améliorer certaines situations. Mais Jean-Claude Icard, je peux les dire, Edson, hier parlait aussi de l'importance de ne pas oublier le global, donc le pacte, ou de certaines grandes considérations peut-être plus larges. Donc voilà ce que je peux peut-être dire, c'est très sommaire. Mais... Clara, toi, à partir de ton expérience de double critique que tu opères sur la question des expulsés, les inégalités nord-sud, l'état d'inféodation et de compradorisation des États africains qui sont pris dans tous ces dispositifs, pour la question donc de monsieur qui est ici, qui est originaire d'Afrique de l'Ouest, qui est pris dans une situation de grande irrégularité, si tu pouvais un peu nous livrer ta réflexion pour éclairer un peu les limites de nos systèmes de justice et de notre régime démocratique pour répondre aux besoins de dignité ou de droit des situations comme la sienne. Tu m'as entendu? Oui, je suis évidemment pleinement d'accord avec ce qu'a dit l'intervenant. Je pense que l'évolution des mobilisations des sans-papiers s'est fait dans un sens qui malheureusement a promu la catégorie comme ça, travailleurs migrants, au détriment de toutes les autres. Ce qui évidemment sert les intérêts des autorités françaises qui ont toujours intérêt à permettre la circulation de cette main-d'œuvre nécessaire dans certains secteurs, etc. Et du coup, même si la revendication de la régularisation de tous les sans-papiers continue évidemment à apparaître, elle est de moins en moins vérifiée dans les faits. Je sais qu'il est beaucoup plus facile pour les travailleurs d'être régularisés que pour d'autres catégories de migrants sans papier. Et c'est un fait que les luttes sont devenues très sectorielles. C'est-à-dire que les syndicats français vont beaucoup se mobiliser dans le cadre de campagnes pour la régularisation des travailleurs, alors qu'il y a un tas de catégories complètement oubliées qui vont faire que certains migrants, certaines migrantes vont être plus facilement expulsés que d'autres. Et c'est vrai que même dans les mobilisations en faveur des sans-papiers, il y a une inégalité des situations et des conditions qui
qui fait que le mot d'ordre général pour la régularisation de tous et de toutes a tendance à perdre de son efficacité. Et puis par ailleurs, je ne peux que souscrire à ce que cette personne a dit sur évidemment le déficit de démocratie, le déficit de droit. On se rend compte, puisque le cas français a été évoqué, à quel point ce qu'on présente comme les garants de nos institutions démocratiques, etc., sont en fait complètement inefficaces et même illusoires. Donc, et d'une certaine manière, la position de Racinet permet de mettre en lumière à la fois la faillite de la démocratie, la faillite du droit, parce que les racisés, parce que les étrangers sont évidemment les plus directement concernés et victimes par ces manquements au droit et la démocratie. Donc on sent les premiers témoins. Mais ce qui est intéressant dans le cas français, c'est qu'en fait, ce que les racisés et les étrangers subissaient de plein fouet depuis des décennies, c'est-à-dire l'injustice, la violence policière, maintenant ce sont aussi les citoyens français qui les vivent à travers la répression, des mobilisations, notamment dans le cadre de la réforme des retraites. Donc c'est aussi intéressant que ce que les racisés et les étrangers ont pu observer en premier du point de vue de la violence d'État, maintenant finalement ça a contaminé tout le corps social, et ce sont tous les citoyens français qui le réalisent, qui en sont témoins, qui en sont aussi les victimes. Voilà. Ça commence toujours par les étrangers. Tout à fait, merci beaucoup pour ces compléments, Clara. Et Louis-Philippe. J'avais une question directe. Oui, mais veux-tu répondre Désolé si je ne suis pas parvenu à me faire comprendre, mais c'est exactement dans ce sens-là que mon intervention allait. Lorsque je parle de justice, c'est justement le fait même qu'une personne se présente aux frontières en sachant que c'est illégal ou irrégulier, elle revendique la légitimité de son geste et donc la justice et la justesse de son geste. Ça met devant l'État qu'il y a une loi illégitime qui nie le droit international à l'asile et le droit humain qui reconnaîtrait des droits aux humains. L'État est en train de le nier. C'est un État qui n'est pas démocratique, qui se prétend démocratique parce qu'il tient des élections, mais ce serait au mieux un État représentatif, mais qui représente peu de monde, et qui donc, ça reste un État oligarchique, colonial, patriarcal, capitaliste, donc un État qui a très peu de légitimité, mis à part celle qui s'est bâtie lui-même. Donc, cette pseudo-démocratie-là, fondée supposément sur des droits humains, va être remise en question lorsque des personnes migrantes arrivent. Ce n'est pas la seule manière de remettre en question la fiction de l'état de droit, mais c'en est une. Et en hospitalité, lorsque des personnes les accueillent ici, pas juste les accueillent justement dans un traitement de soins comme si c'était des objets, mais les accueillent réellement en pliant des draps ensemble et en prenant la parole publiquement pour affirmer que personne n'est illégal, que les droits humains, si tu es humain, tu as des droits. En affirmant toutes ces choses-là, c'est là que la justice, la notion abstraite de justice que l'on porte en nous, devient la manière de remettre en question le droit. Le droit qui se prétendait juste, mais qui ne l'est pas. Donc, ça engendre... Ça remet en question le pouvoir suprême de déportation. Et là, on pourra peut-être aller à cette autre question
qui a rapport avec comment est-ce qu'on est passé de la reconnaissance en 87 à sa remise en question 5 ans plus tard. 87 ou 85? 5. C'est ça, 5. L'arrêt 5. Je ne suis pas juriste, mais ça fait 17 ans que je roule dans ces questions. Mais effectivement, là, entre Singh et les décisions de Singh et Chiarelli, il y a seulement 7 ans de distance, mais c'est aussi, effectivement, mon Singh concerne le droit d'asile, c'est un demandeur d'asile, alors que dans le cas de M. Chiarelli, c'est un résident permanent qui a perdu sa résidence permanente pour des infractions criminelles. Fait que, vous voyez, le topo, c'est quand même deux branches un peu distinctes. Néanmoins, même pour ce qui est de l'asile aujourd'hui, puis de là vient peut-être une partie de mon pessimisme par rapport au droit, même quand il est question de déportation, puis de faire valoir les dangers que poserait une éventuelle déportation d'une personne, plus les décisions de la Cour suprême passent, plus le moment où on peut faire valoir ces droits-là se rapproche du moment de la déportation. Comme si finalement ce que Singh mettait de l'avant, qu'au moment de la demande d'asile, bon, ça prend certaines protections procédurales, notamment une audience en personne, comme si ces protections-là se rapprochaient du moment de la déportation, puis on les inclut dans certaines procédures, certains processus qui sont beaucoup moins solides que ce que peut offrir la détermination du statut de réfugié. Fait que, par rapport, il y a un certain pessimisme qui vient de là, je dirais. Pour les possibilités de changement par la militance, je pense que oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Là. Il y a plusieurs avocates qui sont vraiment, qui se dédient à plusieurs causes. Une des décisions à laquelle je faisais référence là, par rapport au droit à l'habeas corpus, au droit de présenter une demande d'habeas corpus pour les détenus en vertu du droit de l'immigration, ben, ça a vraiment été poussé par des avocats, par certains groupes d'avocats qui ont essayé de faire remonter plusieurs décisions à travers différents tribunaux. Donc oui, je pense qu'il y a certains aspects qui est possible d'aller chercher comme ça, certains petits aspects, mais c'est ça, les ressources sont tout de même limitées. Le droit de l'immigration est un peu... en tout cas pour ce qui est de l'aspect droit administratif, là, un peu à part des autres branches du droit, dans la mesure où quand on veut contester la légalité d'une action de l'administration par contrôle judiciaire, il faut d'abord faire une demande d'autorisation à la Cour fédérale. Et la Cour fédérale peut choisir de ne pas entendre la cause, ce qui n'est pas le cas pour d'autres, ce qui est assez unique là, en droit de l'immigration, en droit de la citoyenneté. Puis ensuite, bon, il y a le processus pour décider de si oui ou non on accorde l'autorisation est tout à fait opaque. Puis bon, c'est un contrôle judiciaire, donc c'est des fois plus limité que ce que peut permettre un appel de plein droit. Puis pour revenir au fondement du droit de l'immigration, qui est le fait que l'État finalement a le droit de décider qui entre, qui ne peut pas entrer, qui doit être expulsé. C'est un fondement qui est quand même solidement établi, qui est aussi reconnu d'une certaine façon par la Charte canadienne, qui fait une différence là, à l'article 6 entre les personnes qui sont citoyennes et celles qui ne le sont pas. Et il faut dire aussi que les tribunaux baignent quand même dans la conjoncture politique comme les gouvernements et subissent plus ou moins l'influence de certains discours. Évidemment, si on se réfère à la Cour suprême des États-Unis, on voit que c'est complètement champ gauche. Mais la Cour suprême canadienne reste quand même dans une conjoncture politique puis influencée par les discours de sécurisation de l'immigration, notamment. Donc, c'est pour ça que je suis peut-être un peu pessimiste. Pour ce qui est du plan sur le plan du droit, de la possibilité de faire de réels changements, mais je pense que ça se relie un peu avec la question aussi des conditions du débat démocratique, puis ce qu'il faut pouvoir remettre en jeu là, pour vraiment que les voix puissent se faire entendre, puis que le débat ne soit pas monopolisé, soit par des agents, qu'on pourrait dire, sécuritaires ou qui mettent de l'avant ces discours-là, notamment les gouvernements, ou par les employeurs qui sont plus à même de faire valoir des demandes par rapport aux politiques d'immigration, aux différents programmes d'immigration. Comment faire valoir finalement d'autres voix? Ça reste une question. Ben voilà, donc
Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle? Une dernière question? Hein? On va prendre les deux dernières. Donc, mes questions. Premièrement, le fait même de toujours parler des personnes migrantes selon leur statut juridique, comment ça peut contribuer à la déshumanisation de ces personnes? Et ma seconde question, c'est est-ce que le fait d'avoir plus de projets spéciaux en immigration que de programmes réguliers n'est pas justement un signe ou un symptôme de l'échec de notre système d'immigration? Merci Hugo. La dernière question, Marie-Christine Doran. Oui, merci beaucoup à tous et toutes pour les présentations vraiment fascinantes. En fait, j'ai une question pour Clara. Donc, tu entends Clara? Hier, justement, avec Edson, on a discuté tout à fait de ces solidarités aussi sud-sud, mais parfois des grandes difficultés. Je pense au cas des Haïtiens au Chili, dont il nous a parlé et que je connais aussi malheureusement travaillant sur le Chili. Donc le racisme immense qu'ont vécu les réfugiés haïtiens lorsqu'ils sont arrivés au Chili. Et donc, je voudrais, ça fait du bien d'entendre la belle histoire que vous nous avez livrée au Mali. J'aurais voulu en savoir un tout petit peu plus sur le contexte dans lequel ce sont des gens qui ne viennent pas du Mali, qui s'y sont retrouvés, ou ce sont des Maliens qui ont été accueillis par leur communauté d'origine. Si vous pouvez nous expliquer comment vous voyez ça aussi. Bien sûr, on ne va pas généraliser Amérique latine versus Afrique ou vice-versa. Je pense qu'il y a des histoires extraordinaires. Edson nous l'a bien expliqué aussi hier en Amérique latine, mais quand même nous donner encore plus de détails pour bien comprendre comment. C'est quand même un success story que vous nous avez raconté, donc c'est très encourageant. Comment ça s'est vécu en fait là-bas? Merci. Merci Marie-Christine. Donc, est-ce qu'il y aurait des hiatus, par ailleurs, Clara, entre, peut-être, tu parles des Maliens, il y a aussi des Sierra Leonais. Donc, si tu pouvais élaborer un petit peu par rapport à la question. Oui, merci beaucoup pour votre question. Alors, oui, la situation malienne des expulsés, elle regroupe, enfin, quand elle a été fondée en 1996, elle regroupait à la fois des expulsés d'Europe et notamment de la France suite à l'expulsion des sans-papiers qui occupaient l'église Saint-Bernard. Mais il y avait aussi, et on revient justement en dynamique sud-sud, beaucoup d'expulsés, de Maliens expulsés à l'intérieur du continent africain, notamment depuis l'Angola et la Zambie. Et c'est aussi intéressant de penser la question des expulsions, des politiques de déportation, pas seulement dans une confrontation comme ça nord-sud, mais aussi de penser les dynamiques, notamment intra-africaines, qui font que certains pays, je pense aux pays pétrolifères comme la Gambie, excusez-moi. Le Nigeria. Enfin, les pays qui attirent une main-d'œuvre africaine à l'échelle du continent sont aussi des pays qui expulsent beaucoup les travailleurs africains pour justement maintenir cette main-d'œuvre très corvéable, à bas coût, etc. Donc c'est intéressant aussi de penser qu'il n'y a pas seulement des gens qui sont expulsés depuis le Nord, mais qu'il y a aussi des dynamiques, elles aussi, économiques qui expliquent les expulsions à l'intérieur de l'Afrique. Et du coup, l'association malienne des expulsés, elle a été composée à la fois des expulsés de l'Europe, mais aussi des expulsés maliens expulsés à l'intérieur de l'Afrique. Et puis il y a un autre phénomène, ce sont tous les Africains qui sont expulsés depuis le Maroc, depuis l'Algérie, depuis la Libye, et qui se retrouvent expulsés sur le territoire malien. Donc là, on n'est plus dans le cadre de nationaux maliens expulsés au Mali, mais on a des Camerounais,
des Centrafricains, voilà, des Africains de différentes nationalités qui se retrouvent expulsés, mais pas dans leur pays d'origine, et qui sont, pour beaucoup d'entre eux, dans des situations d'impasse, de blocage, qui peuvent durer de nombreuses années, conduire vers des formes d'installation au Mali. Et donc, j'ai beaucoup parlé dans la présentation de l'association Mali des expulsés, mais il y a eu d'autres associations qui se sont créées au Mali, justement pour représenter aussi les non-maliens expulsés au Mali, et le cas de personnes expulsées qui sont finalement désaffiliées de leur pays d'origine au moment de l'expulsion. Et puis, comme l'évoquait Mouloud, j'ai pas mal travaillé sur le fait que dans d'autres pays africains, notamment en Sierra Leone, au Togo, au Cameroun, il y a eu des initiatives similaires, c'est-à-dire que des expulsés se sont aussi regroupés, ont formé des associations, d'abord informelles, puis qui se sont institutionnalisées pour essayer de faire comme ça valoir leur existence collective et essayer aussi de sensibiliser leur pays, leur communauté d'origine au drame de l'expulsion. Je pense notamment à une association d'expulsés en Sierra Leone qui, elle, a beaucoup travaillé sur le fait de sensibiliser les communautés d'origine au fait que l'expulsion des migrants n'est pas due, comme le pensent encore pour beaucoup de gens en Sierra Leone, au fait que le migrant a commis un crime ou s'est rendu coupable d'une faute dans le pays d'accueil. Donc il y a aussi tout un travail à faire sur les populations des pays d'origine pour comprendre finalement les enjeux politiques à l'origine du système international des expulsions et en faire là aussi un enjeu véritablement politique et pas une faute qui incomberait aux personnes individuellement. Donc voilà, je suis obligée d'être un petit peu brève, mais après, voilà, vous parlez de success story, c'est vrai en un sens parce que c'est toujours bien quand on a comme ça des cas qui démontrent des possibilités d'empowerment de sujets relégués et invisibilisés. Après, il y a toute cette tension avec les pouvoirs politiques où on essaye de récupérer ces initiatives pour en faire comme ça une composante de la gouvernance globale des migrations. Donc voilà, c'est quand même des histoires qui restent des histoires compliquées, avec des tensions, avec des moments de confrontation avec les pouvoirs politiques. Mais c'est vrai que je pense que, en tout cas symboliquement, c'est toujours important quand des groupes invisibilisés et relégués arrivent à faire valoir leur existence collective. Merci beaucoup Clara. Sinon, je peux aussi renvoyer les personnes qui t'écoutent à tes travaux critiques sur les politiques dites de retour. Donc cette notion de retour également que tu as beaucoup analysé et tu en as décrypté, si tu veux, les dimensions hiérarchiques, les dimensions politiques. Il y avait l'autre question. Oui, sur les catégories juridiques. Donc sur les catégories juridiques, le fait d'estampiller les gens à partir de leur statut, stratifier les logiques de sous-citoyenneté dans lesquelles ils se trouvent, est-ce qu'on ne participe pas de leur déshumanisation, de leur dépréciation, ou peut-être même de quelque chose qui contribue à les démunir de quelque chose, quoi, là? Ben, je pense que oui, oui. D'une certaine façon, finalement, le droit, c'est comme intégré dans son fonctionnement, le droit fait un découpage de la réalité, la simplifie, parce que la réalité est comme trop complexe pour être appréhendée par des normes juridiques. Puis effectivement, dans ce processus de découpage-là, si on veut, il y a des catégories qui sont plus malheureuses que d'autres. Effectivement, quand on pense à la loi sur l'immigration, la protection des réfugiés, qui est la loi fédérale, quand on parle des étrangers, effectivement, ça charrie tout un imaginaire qui vient délégitimer là, aussi la présence des personnes et la reconnaissance de leurs droits, ultimement.
Puis je pourrais lier ça avec justement la question de la multiplication des programmes d'immigration. Si on pense par exemple aux travailleurs étrangers temporaires, bien effectivement cette catégorie d'immigration-là est assez simplificatrice, assez déshumanisante. On est travailleur, on est étranger, puis on est temporaire. C'est ça, assez simplificateur. Puis, est-ce que c'est la multiplication des programmes d'immigration temporaire, est-ce que c'est un échec des programmes d'immigration permanents? Je pense qu'il y a une volonté peut-être au départ là, de répondre à des besoins de main-d'œuvre qui se voulaient temporaires, s'assurer que les gens repartent après un certain temps en leur niant certains droits. Donc, il y avait peut-être plus cette volonté-là d'abord de répondre à certains besoins bien spécifiques du marché. Mais par la suite, je pense qu'effectivement, on voit aujourd'hui certains programmes qui se développent en réaction à la lenteur des processus d'immigration permanente, là, notamment au Québec, où vu que les cibles d'admission sont tellement faibles par rapport au nombre de demandes, bien, ça finit par prendre beaucoup de temps avant que le dossier puisse traverser le pipeline puis se rendre jusqu'au gouvernement fédéral, ou en fait que le gouvernement fédéral ait la possibilité de, effectivement, bien, cette personne-là va rentrer dans les 50 000 de cette année, ou sinon va aller à l'année prochaine. Mais bon, devant cette lenteur-là, lourdeur-là, les faibles taux d'admission, bien, on multiplie les programmes d'immigration temporaire pour répondre à d'autres besoins. Puis encore là, c'est toujours de répondre à des besoins de la société d'accueil. Voilà. Oui, peut-être là-dessus, je suis obligé de faire dans la promotion. Dans le 3e recueil que nous avons publié, nous avons eu l'une des meilleures contributions sur la question des travailleurs temporaires, leur inscription dans le capitalisme globalisé et les logiques de stratification de la citoyenneté qui en découlent. Donc là, j'essaye d'introduire le travail de Sandro Mezzadra, qui est l'un des plus grands théoriciens issus de la théorie justement de l'autonomie des migrations, que j'ai essayé d'introduire en français au Québec. Je pense que l'une des figures de référence sur ces questions, c'est le travail de Sandro Mezzadra, que je vous invite à découvrir dans le 3e recueil que nous avons publié. Donc, peut-être Chedli, si tu avais quelque chose. Ricardo, peut-être le mot de la fin? Clara? Donc, je vous donne 1 minute chacun pour conclure. Voilà. Je voulais revenir sur la question de l'échec aussi, mais en fait, pour moi, c'est la réalité d'un changement paradigmatique, d'un modèle beaucoup plus basé sur la sélection des migrants à partir des 3 grandes catégories qu'on connaît, sélection des travailleurs qualifiés, regroupement, réfugiés, à un modèle vraiment, comme j'ai parlé, du two-step migration, donc d'un modèle à deux niveaux. Et donc la réalité, c'est que maintenant, il y a des niveaux où on peut faire facilement le 1 et 2, mais il y a d'autres où finalement on reste vraiment pris. Puis récemment, moi, on m'appelle, j'ai eu comme 4 appels, là, depuis 1 mois, de personnes en région qui m'appellent de Val-d'Or, de Tadoussac, il y a eu d'autres appels aussi, de Gaspésie, parce qu'on prépare des plans régionaux en régionalisation de l'immigration, et la plupart des discussions tournaient autour toujours des employeurs. Les employeurs, c'est l'employeur qui est la force. C'est l'employeur qui veut des travailleurs. Comme s'il y aurait un grand catalogue. Et puis là, on dit, bon, là, on va aller en Tunisie. Alors, comment on fait? On amène des Tunisiens pour des soudeurs ou des mécaniciens. Il n'y a pas, à part, il y a tout un... Pour que ça fonctionne, l'immigration, j'ai l'impression, dans cette espèce de modèle-là, c'est extrêmement... risqué, je me pose beaucoup de questions. Alors, échec, je ne sais pas, mais changement radical quand même du modèle. Oui, il y a un tournant qui est important. Donc, c'est ce tournant qu'ils appellent pour la mobilité. Donc, le système migratoire canadien a toujours été un système utilitariste de tout temps. Jadis, ce système utilitariste a été relativement équilibré, dans la mesure où tout migrant, tout résident temporaire est un futur citoyen. Or, ce principe d'équilibre, aussi limitatif soit-il dans le régime impérial et libéral canadien, c'est un principe d'équilibre qui ne va plus de soi. Aujourd'hui, l'accès à la citoyenneté, il est beaucoup plus complexifié, les voies d'accès à la citoyenneté sont plus difficiles. Donc le principe qui fait que tout migrant est un futur citoyen, c'est un principe qui ne va pas de soi. Et que la citoyenneté, quelque part, pour simplifier, le dire grossièrement,
C'est une citoyenneté qui relève du privilège quelque part. Et ça, je m'excuse, c'est pas clairement toujours dit dans ces termes-là par les acteurs, dans toute leur hétérogénéité qui interviennent sur ces questions-là. L'un des plaidoyers peut-être qu'on peut faire en collaboration entre le milieu qui est celui du Centre Justice et Foi et le milieu de la recherche, c'est peut-être une invitation à un rapport plus conflictuel justement à la recherche. Et ça, c'est le travail que suggère, j'ai pas le choix que de faire la promotion d'un des collaborateurs et d'un des figures contributives justement à cet aspect conflictuel dans le domaine de la recherche sur l'immigration. Je pense au travail de l'anthropologue Luciuc Astrakani, c'est celui qui prend le plus à cœur ces questions-là, et je vous invite à lire ses travaux. Peut-être le mot de la fin, et Ricardo. Je ne vais pas rajouter des choses par rapport au droit et au statut, mais peut-être un autre facteur de déshumanisation, c'était encore la métaphore du drap. Il y a des ONG dont parlait Edson hier aussi qui vont dire « Ah ben, eux c'est trop compliqué, ils rentrent pas dans les catégories de l'aide que nous on avait. » Donc, il y a aussi les conceptions des besoins justement de ces gens dont il faudrait prendre soin. Ça, c'est de l'anti-hospitalité, mais l'hospitalité, c'est aussi une tension. Et donc, dans cette rencontre-là, il y a une blague qui dit la visite, quand elle arrive, on est content, quand elle part, on est heureux. L'hospitalité, c'est une contrainte. Ça ne veut pas dire que tout va aller bien, puis yukaidi, yukaida, ça va déranger. Et on doit s'adapter et bâtir quelque chose de nouveau là-dedans. Donc, il y a des tensions, mais c'est dans la réceptivité de ce qui dérange qu'on va pouvoir le faire. L'autre, moi, je pense que c'est pas parce qu'on met sur la place publique quelque chose qui dérange qu'il y a une réaction d'extrême droite. Je pense que la réaction de droite, même pas besoin d'aller à l'extrême, parce que Legault fait semblant que c'est tout à fait modéré sa position alors qu'elle est extrêmement restrictive, réactionnaire. Et c'est pas parce qu'il y aurait des migrants qu'il l'a, mais en fait c'est l'inverse. On génère une situation, on engendre une situation à cause d'un mauvais régime d'immigration. Mais je pense qu'à partir du moment où on lutte pour les droits des personnes migrantes ici, peu importe le statut, on va réussir à contraindre le droit d'évoluer. Louis-Philippe, mot de la fin, tu veux dire quelque chose? Non? Voilà. Clara, peut-être pour conclure, depuis l'outre-Atlantique. Pour aller dans le sens peut-être des remarques de Mouloud sur l'utilitarisme migratoire, je pense qu'effectivement, si on veut penser les questions contemporaines, il faut vraiment prendre en compte à la fois l'histoire du colonialisme, l'histoire des États-nations et l'histoire du capitalisme, qui se sont vraiment co-constitués sur l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère, sur l'exploitation des ressources. Et je pense que c'est tous ces éléments-là, et évidemment l'héritage très lourd de ces histoires mêlées qui permettent aussi d'expliquer le régime contemporain d'immigration. Voilà, merci Clara. Est-ce que tu nous fais la promesse que tu viendrais à Montréal si jamais l'invitation t'est faite? J'en rêverais, je suis jamais venue au Canada. Voilà. L'engagement est pris devant la cité. Voilà. Merci, merci. Allez. Hein? Je pose quand même une condition, je préférerais que ce ne soit pas en hiver. Parce que voilà. Bon, voilà. Merci infiniment, Clara. On te libère. Et tu as plus de 5 heures d'avance sur nous. Merci infiniment. Merci à... Je veux d'abord demander à Edson de se lever, qui a fait notre conférence d'ouverture hier, qui a traversé l'Amérique avec toute... Merci donc aux collègues du GRIPAL, ici représentés par Ricardo Penafiel et Marie-Christine Doron. Merci à Chadli Belkhodja, l'antenne Concordia du CRIDAC. Merci à mes collègues, Patrick Renaud, Elodie Kobena,
Sylvain Bouchard, rien ne se fait sans lui. Monsieur Multitâche et qui est d'une grande générosité et disponibilité. Frédéric, merci à Nancy, merci à Blandine pour le travail magnifique. Parce que, oui, les figurants. Remercie également Jean-Claude Icard qui était là pour sa contribution hier lors du panel d'ouverture. Merci infiniment pour tes multiples collaborations avec le Centre Justice et Foi. Je pense que c'est la 200e, ou je ne les compte pas. Il y avait Jenny Lorsuli, je ne sais pas qu'est-ce que j'oublie, mais voilà, vous avez vu ce que nous voulons mettre en dialogue et en débat sur ces questions au Québec. Nous allons continuer à le faire. J'espère que vous serez partie prenante de nos réflexions. Et c'est ce type de travail, d'animation de vie intellectuelle que nous nous évertuons de faire au Centre Justice et Foi. Voilà. Merci infiniment. Donc, profitez du soleil, du beau temps. Voilà.